Merci de nous rejoindre sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Et Abdoulaye Daouda Diallo ensemble pour une victoire éclatante de Benno aux élections du 25 février 2024. Le président du Conseil économique, social et environnemental dit avoir opté pour l'union sacrée autour du candidat désigné par le chef de l'État Macky Sall. Vous l'entendrez dans ce journal. Progression de l'épidémie du chikungunya dans le sud-est du Sénégal après Kédougou, Tambacounda frappé. Bilan 1 mort et 42 cas recensés. La victime est un berger de 11 ans qui a perdu la vie avant d'arriver à l'hôpital. La réouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar réclamée par ses pensionnaires. D'après les étudiants, les cours en ligne présentent des inconvénients de nature à impacter négativement sur leur cursus. Ils espèrent pouvoir réintégrer les campus dès le mois d'octobre. Panique sur l'île de Wandje, c'est dans la région de Fatick. Le pont en bois emprunté au quotidien par les riverains menace ruine. Le pire est craint si rien n'est fait pour le réaménager. Enfin, un petit tour dans la banlieue dakaroise pour faire le point des dégâts causés par les inondations. À Mbao, ouf de soulagement en raison des travaux en cours d'exécution dans la commune. À Diacksao, en revanche, impossible de respirer tant l'insalubrité s'est emparée de la localité. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. Amadou Ba, candidat désigné par le chef de l'État Macky Sall pour représenter Benno aux élections présidentielles, peut désormais compter Abdoulaye Daouda Diallo parmi ses souteneurs. Face à la presse, le président du Conseil économique, social et environnemental a renoncé à sa candidature au profit du candidat désigné par le chef de l'État et nous y reviendrons. À présent, cet arrêté portant interdiction des manifestations, rassemblements, attroupements et cortèges sur la voie publique. C'est un arrêté du préfet du département de Linguère qui, en son article 1er, nous apprend qu'en raison des risques de troubles à l'ordre public, les manifestations, rassemblements, attroupements et cortèges sur la voie publique sont interdits sur toute l'étendue du territoire du département de Linguère à compter du vendredi 15 septembre au mardi 19 septembre 2023. Le commandant de la compagnie gendarmerie de Linguère et le commissaire urbain de Linguère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera. Nous enchaînons avec ce communiqué de la coalition Yewwi Askan Wi qui nous apprend qu'en sa qualité de candidat déclaré à l'élection présidentielle, le président Malick Gakou, en déplacement dans la région de Louga, a vu son cortège brutalement arrêté à Kébémer par les forces de défense et de sécurité ce vendredi 15 septembre 2023, journée internationale de la démocratie. La coalition Yewwi Askan Wi dénonce cette énième forfaiture et somme Macky Sall et son système d'arrêter immédiatement ces tentatives de représailles contre l'opposition et les leaders de Yewwi Askan Wi en particulier. Elle prend encore une fois à témoin l'opinion nationale et internationale sur les incessantes violations des libertés fondamentales par le chef de l'État Macky Sall, et cela au mépris de la loi. La coalition encourage le président Malick Gakou à mener jusqu'au bout ses activités et rappelle qu'il sera au devant de tous les combats qui referont du Sénégal ce havre de paix et de démocratie qu'il l'avait jadis été. Voilà, un communiqué fait à Dakar ce 16 septembre et signé par la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Toujours à la une de l'actualité politique, le F24, la plateforme des forces vives de la nation, qui dénonce le rejet systématique de son droit de manifester. La plateforme s'insurge contre une violation des lois et règlements en vigueur dans la Constitution. Fatou Blondin Diop, membre de la plateforme, parle d'un recul inquiétant de notre démocratie. Nous l'écoutons avec Al-Hassan Ba. Aujourd'hui, en 2023, quand l'opposition doit se réunir, on l'empêche de se réunir. C'est arrivé même jusqu'à ce qu'on empêche l'opposition de se réunir dans un siège privé, dans une maison privée,
jusqu'à ce que les gendarmes arrivent, rentrent dans la maison, prennent manu militari les pièces d'identité des personnes qui étaient présentes et empêchent la réunion. Mais moi, je pense que toutes ces personnes, aussi bien les commanditaires que les exécutants, rendront des comptes. Ces préfets, ces gouverneurs, ces ministres, ces présidents qui donnent ces instructions qui vont à l'encontre de ce que la Constitution permet aux citoyens, rendront des comptes. Ainsi va mûrir la démocratie sénégalaise. Ce n'est pas une affaire de vengeance, c'est dissuasif. Les sanctions, c'est nécessaire. La reddition des comptes, c'est aussi l'administration, c'est aussi les magistrats, c'est aussi les ministres, les côtés politiques. Nous ne combattons pas pour que ce combat entraîne la mort de nos enfants. Donc c'est ce poids de responsabilité qui explique l'inertie et aussi une certaine adaptation parce que la nature est ainsi faite. Du moment qu'on se retrouve face à un régime dictatorial. Retour à présent sur la déclaration d'Abdoulaye Daouda Diallo. Je vous l'annonçais tout à l'heure, donc à l'entame de ce journal face à la presse, le président du Conseil économique, social et environnemental a renoncé à sa candidature au profit d'Amadou Ba, candidat désigné par le chef de l'État. Nous l'écoutons. Notre pays, le Sénégal, n'est pas à l'abri des drames et des tragédies. Il nous faut de la vigilance. Être vigilant, c'est prendre conscience de ce que nous avons reçu en héritage, de tout ce que notre pays incarne en Afrique et des responsabilités particulières qui doivent être les nôtres dans ce contexte. Au-delà de nos différences, au-delà de nos ambitions, il nous faut donc retrouver la cohésion et l'unité, seul gage de succès dans les compétitions à venir. Relativement au scrutin présidentiel du 25 février 2024, j'ai beaucoup échangé avec le président de la République ces derniers jours. Nous avons mesuré ensemble les conséquences que pourraient induire les candidatures multiples déclarées au sein de notre coalition. Or, il ne faut donner aucune chance, je dis bien aucune chance, aux entrepreneurs du chaos qui n'ont pour but, en s'installant au pouvoir, que de défaire. Nous devons donc d'être à la hauteur des enjeux de l'heure et d'être soucieux de l'intérêt général. Ainsi, après plusieurs rencontres avec le président de la République, après plusieurs échanges avec mes camarades et sympathisants, j'ai décidé, au terme d'une mûre réflexion, de répondre à son appel. À l'appel du président de la République de privilégier l'unité et la cohésion à 5 mois du scrutin présidentiel. La conséquence immédiate est le retrait de ma candidature dans l'espoir. La conséquence immédiate est le retrait de ma candidature dans l'espoir qu'une telle décision, avec l'aide du Tout-Puissant, garantira la victoire du 25 février et la sauvegarde de l'héritage du président Macky Sall. C'est pourquoi j'appelle tous les Sénégalais pour nous soutenir et encourager, tous ceux qui se sont engagés ces dernières semaines avec moi pour la préservation des acquis. Parlons santé à présent avec l'épidémie chikungunya qui progresse après la région de Kédougou. L'épidémie commence à se propager à Tambacounda où un mort et 42 cas ont été recensés. Un jeune berger âgé de 11 ans a malheureusement succombé à la maladie avant d'arriver à l'hôpital. Le directeur régional de la santé de Tambacounda s'est confié à notre équipe sur place. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ibrahima Diabakhate. À la suite, en tout cas, des cas constatés au niveau de la région de Kédougou, on a
continuer la surveillance. Et c'est pourquoi, au niveau de notre système de surveillance, devant des personnes qui avaient une maladie qui simulait un peu le paludisme, on a fait l'investigation en ce qui concerne le paludisme, ce n'était pas cela. Et on a continué de telle sorte que des prélèvements qui ont été envoyés à l'Institut Pasteur nous ont donné comme résultat que c'était le chikungunya. Et que cette personne, donc on a démarré par un cas, automatiquement on a eu d'autres cas également. Aujourd'hui, là où je vous parle, nous avons reçu au total 42 cas de chikungunya. Et les 42 cas de chikungunya, on a eu un décès qu'on déplorons au niveau qui est un jeune berger. Un jeune berger de 11 ans venant d'un village de Makakouli-Bantan qui est venu arriver décédé. D'après les études entomologiques, on peut dire qu'aujourd'hui, le vecteur qui donne cette maladie, ça s'appelle en tout cas l'Aedes, mais il est sauvage. Sit-in des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour inviter les autorités académiques à reconsidérer la fermeture de l'université. Selon ces derniers, cette décision a des conséquences irrémédiables sur leur cursus, d'autant plus que les cours en ligne présentent de nombreux inconvénients. Ils réclament la réouverture des amphis et du campus social dès le mois d'octobre. Baboussar, leur porte-parole, est au micro de Mambiram Diouf. Nous, étudiants de l'université Anta Diop de Dakar, nous réclamons l'ouverture de notre université parce que fermer l'université à une longue durée, c'est sacrifier la jeunesse du Sénégal. Vous n'êtes pas sans doute savoir que vous voyez les jeunes en train d'emprunter la voie maritime pour rejoindre l'Europe parce qu'ils ont perdu de l'espoir. Et si nous continuons à fermer l'université, on a perdu notre histoire. Il y a un sentiment de doute et un sentiment d'angoisse qui affecte les étudiants de l'université Anta Diop de Dakar. Nous lançons un appel solennel et très solennel. Et nous ne sommes pas là aussi pour défier quiconque. Nous ne sommes pas là aussi pour faire de la politique. Nous voulons juste rejoindre nos amphithéâtres et de dire aussi le protocole d'accord qui a été signé entre le collectif et l'autorité de l'université Anta Diop de Dakar n'arrange pas la plupart des étudiants. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour dire à nos mots au collectif. Si vous êtes vraiment là pour nous, défendez la cause estudiantine jusqu'au bout. Nous voulons retourner dans nos amphithéâtres pour faire nos cours. Je ne peux pas comprendre qu'on dit que l'université n'est pas opérationnelle. Mais imaginez-vous, une université devient opérationnelle pendant 4 mois. Si l'université est opérationnelle, je suis d'accord qu'il le soit pendant 1 mois, mais pendant 4 mois, et l'université devient jusqu'à présent opérationnelle. Nous voulons rejoindre les amphithéâtres pour nouer de l'espoir à cette jeunesse. Vers une rentrée scolaire perturbée, le syndicat des enseignants libres du Sénégal menace les autorités étatiques et étale ses inquiétudes. Selon Amidou Djedjou et ses camarades, la situation des décisionnaires, la sortie des résultats de 5000 enseignants, le déficit d'enseignants, entre autres, sont autant de questions qui préoccupent à l'heure actuelle. Ces enseignants ont tenu une rencontre ce matin et c'était en présence de nos reporters Al-Hassan et Amadouba. Il est temps pour le gouvernement de réagir selon le syndicat des enseignants libres du Sénégal. Beaucoup de questions essentielles qui intéressent l'école sénégalaise ne sont pas encore réglées. LSL se dit inquiet de l'attitude des autorités, moult prétextes pour retarder le traitement du dossier des décisionnaires. Nous avons comme l'impression que c'est une fuite en avant, c'est une sorte de désengagement. Et c'est ça qui nous inquiète. Et c'est pourquoi nous estimons que la question doit davantage retenir l'attention des autorités. En tout cas, notre organisation syndicale, sur cette question des décisionnaires, a pris la décision de faire en sorte que les lignes puissent bouger à cette rentrée scolaire. Tout comme le CEMS, le CELS menace et craint des perturbations dès la rentrée scolaire. Nous maintenons la même menace. Je pense que ce qui est clair, c'est que pour nous, il y a des questions qui ne sont pas négociables. La question des décisionnaires doit trouver solution. C'est maintenant ou jamais. Elle doit trouver solution, elle n'est pas négociable. Tout aussi celle liée à la sortie des résultats des 5000 enseignants qui ont été recrutés en 2021. La question du déficit d'enseignants. Il faut une politique de recrutement spécial. Et ça, c'est un engagement ferme. C'est une volonté politique qui doit mener à un recrutement spécial conséquent sur plusieurs années pour résorber le gap qui est là. 2024, une année électorale
Le CELS invite les autorités à adopter une posture républicaine pour le traitement des questions qui intéressent l'école sénégalaise. Quand il y a un contexte spécifique lié à un contexte d'élection, ça appelle à une posture hautement républicaine. On ne fait pas de calcul politique. On n'a pas en ligne de mire un quelconque gain politique, mais on a une posture républicaine qui nous mène au règlement des problèmes que posent les enseignants. Et c'est ça qui va permettre également aux syndicats d'enseignants de se tenir à l'écart de tout soubresaut politique et de ne rester que dans l'action syndicale de l'école sénégalaise. 3 jours de réflexion, de bilan de l'année scolaire précédente. Le CELS lance un appel solennel au chef de l'État, à son gouvernement ainsi qu'aux partenaires pour qu'une oreille attentive soit accordée à la question enseignante. En état de délabrement avancé, l'école Pikine 12 de Djiddah Thiaroye Kao risque de rester fermée à la rentrée des classes. Une situation regrettable pour ces pensionnaires qui affirment que l'école fait de très bons résultats malgré les dettes qu'elle traîne et l'état pitoyable dans lequel elle se trouve. François Ndao est responsable politique dans la commune. Il appelle la municipalité à réagir. Nous l'écoutons. À l'école Pikine 12, où nous avons vu l'état des classes avec des factures impayées, et nous dénonçons cela. Alors, il n'est pas normal dans ce lieu qui est censé être un temple du savoir, un lieu où nous devons former l'élite de la commune de demain. Alors, ils ont eu 90% au moins au certificat d'études et nous sollicitons encore une fois l'accompagnement du maire de la commune. Beaucoup de problèmes que nous avons décelés et que nous avions mis sur la table. Alors, la victoire du nouveau maire devait servir d'abord à déceler et à mettre sur pied une machine pour détruire tout ce qu'il y a eu comme écart en termes de gestion, en termes d'équité dans la commune. Donc, nous dénonçons avec la dernière énergie, en fait, la situation actuelle de l'école Pikine 12 en état de délabrement avancé, où on trouve également des factures d'eau et d'électricité impayées. Alors, nous ne pouvons pas tout faire. Évidemment, nous ne sommes pas l'autorité locale, mais nous allons contribuer déjà à parfaire un peu ce que nous voyons tous. Allez, nous restons dans la banlieue de Dakar pour parler de Tivaouane Diacksao qui suffoque. Cette commune de la banlieue vit l'insalubrité depuis plus d'une décennie. Les habitants du quartier Ndiagobar peinent à respirer à cause de l'odeur nauséabonde qui s'échappe des eaux stagnantes. Face à cette pénible situation, les deux maires se renvoient la balle aux dames des populations qui étalent leur désarroi. Notre reporter Habib Faye s'est rendu sur les lieux, mais il s'est également rendu dans la commune de Mbao où il s'est entretenu avec les habitants sur place. Ces habitants qui, contrairement à ceux de Tivaouane Diacksao, se félicitent des travaux d'aménagement en cours d'exécution au sein de leur commune. Le reportage est signé Habib Faye. Tivaouane Diacksao, un quartier de la banlieue patauge après la dernière pluie. Mamadou Lamine et compagnie travaillent depuis plus de 10 ans à évacuer l'eau dans leur quartier. À Ndiagobar, la route est impraticable. Pourtant, la localité est entre deux communes, Tivaouane Diacksao et Diamaguène Sicap Mbao. Mais les deux maires se renvoient la balle, une situation qui inquiète de plus en plus les habitants. Nous sommes grandis comme ça. Et c'est pas un problème causé par l'hivernage, parce que c'est un problème qui est là pendant toute l'année. C'est une situation que toute la population déplore et nous vivons cela depuis près de 20 ans. Et vous savez que Ndiagobar est la frontière entre les deux communes, la commune de Tivaouane Diacksao et la commune de Diamaguène Sicap Mbao. Et il n'y a aucun maire qui prend ses responsabilités. Les enfants ne peuvent pas aller dehors jouer, ils sont restés chez eux. Nous sommes tous fatigués. Nous avons mal. On se gratte tous les jours le corps. Nous fournissons beaucoup d'efforts pour évacuer l'eau. Nous n'avons que notre localité et nous voulons un maire travailleur. La population de Tivaouane Diacksao a perdu espoir. Elle invite les autorités à trouver des solutions. Ils sont en retard. Ils ont démarré, mais ils sont en retard. Ils ont dit qu'ils ont des problèmes avec les SDE. Les tuyaux, chaque fois, quand ils travaillent, ils ont des problèmes avec les tuyaux. Donc, c'est ça qui a retardé les travaux. Donc, on demande à l'État de booster l'entreprise pour que les travaux s'améliorent
Ils sont tous les mêmes. Ils n'ont rien fait pour ce quartier. Diago Bar a toujours été comme ça. Depuis plusieurs années, il n'y a pas de changement. Beaucoup de filles sont nées ici et aujourd'hui sont des mères de famille. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de changement. D'une commune à une autre, nous arrivons à Mbao, cette partie de la banlieue qui change de décor en 2023. L'eau de pluie, qui jadis était leur principale source de problèmes, est résolue. Et c'est grâce à des travaux d'aménagement entamés dans la commune. Mais il reste quelques zones à retaper. Avant, ba paré tank tali bi fi dafa xaron xar bo xamné ni auto yi bu ñuy jall rek day difficile mu metti mo tok mënu mako muñ parce que tous les dimanches lañ doon liggéey parce que tali bi c'est kuy dem ci ngay jaar kuy ñëw ci ngay jaar. Mais si vous voyez ici arrêt Seigne Babacar Sy là-bas boulangerie La Cayor, mais s'il pleuvait il aurait resté dans des journées 3 jours 4 jours, mais maintenant on est satisfait quand il pleut. Si le pleu arrête, l'eau passe dans les canaux. C'est l'insécurité qui sévit dans la commune. Le problème de l'eau est résolu dans cette localité, mais ce qui reste, c'est l'insécurité. Et nos femmes sont toujours agressées ici. L'édile dit avoir fait des efforts. Nous avons un objectif extrêmement précis. Bien que la question liée au drainage des eaux n'est pas dans le périmètre des compétences de la municipalité, mais je pense que ce n'est pas une raison de croiser les bras sur ce chapitre-là. C'est la raison pour laquelle cette année, nous avons, en rapport avec des partenaires, trouvé beaucoup de tuyaux en rapport avec les populations. Nous les avons distribués et ces tuyaux-là ont été posés à des endroits précis et aujourd'hui, c'est ce qui nous donne ces résultats-là. En attendant des solutions à leurs problèmes, les populations de la banlieue s'inquiètent des répercussions de la remontée des eaux sur leur santé. Habib Faye, merci. Nous quittons la banlieue d'Akwaroise pour les îles du Saloum et plus spécifiquement l'île de Wandje qui s'inquiète de l'état défectueux de son pont en bois, un pont à l'origine des blessures des usagers qui l'empruntent au quotidien. Il est en effet très fréquent de voir des écoliers tomber du pont. Face à ce danger permanent qui guette les riverains, et bien les habitants de l'île de Wandje tirent la sonnette d'alarme dans ce reportage signé Jo Maron. Tous les jours, depuis plusieurs années, c'est le même rituel. Des élèves qui tombent avec leurs cahiers dans l'eau du fleuve. J'ai 19 ans. Je fais la classe de première, L prime. Ici, il y a trop de difficultés. Par exemple, en allant et en revenant. Parce qu'en allant, il peut tomber et avoir des cicatrices partout dans le corps. On mouille nos habits. Et on m'avait renvoyé pendant une semaine parce que je n'avais pas recopié mes leçons. J'étais tombée dans l'eau et tous mes cahiers ont été mouillés. L'école la plus proche de Wandje se trouve à Marloch et il faut 6 km à parcourir au quotidien. Un exercice auquel se livrent une centaine d'élèves de la 6e à la terminale. À chaque traversée, des sacs déposés à l'intérieur d'une bassine qui, à chaque glissade, envoie cahiers et fournitures dans l'eau. La traversée est très difficile. En allant, en revenant, on a des problèmes. Vous voyez, le pont est très mauvais. On tombe dans l'eau, nos cahiers, tout est gâté. C'est très difficile, vraiment. Voyez ce pont-là? La seule issue de sortie de ces 300 habitants reste le pont en bois construit en 2019 par les insulaires. Vous quittez le village pour sortir, vous risquez de tomber. Vous revenez au village, vous tombez également. Si vous portez une bassine avec du poisson, souvent aussi, vous tombez. Il y a des gens qui n'osent pas prendre ce pont. Ils préfèrent appeler et on dépêche une pirogue. Les gens tombent ici. Ma femme est tombée. La femme de Fa est tombée aussi. Des étrangers tombent ici.
Nous avons construit ce pont en 16 jours. On était obligé de faire quelque chose parce qu'on n'avait pas les moyens pour faire le déplacement. On était obligé d'aller à Marloch, mais une fois arrivé sur place, l'eau que nous cherchons est tombée. Ils ont appris à vivre avec ce pont en bois qu'ils ont eux-mêmes érigé, pensant que chaque jour, il peut s'écrouler sous leurs yeux. Ça nous dérange aussi parce que la mer remonte dans nos maisons et la salinité aussi, ça remonte. Et ça, ce sont des difficultés qu'on est en train d'endurer. Ceux qui essaient de cultiver n'arrivent plus à cultiver. Tout le monde part à la mer pour chercher et la mer n'est pas à tout moment agréable pour avoir ce que tu es parti chercher. Tout cela, ce sont des problèmes qu'on est en train d'endurer dans ce village. Puisque nous sommes des citoyens, comme tout un chacun ici au Sénégal, nous demandons au président de la République à ce qu'il fasse ce que de droit. Vraiment. Les habitants de l'île mesurent les vrais risques sur ce pont long de près de 950 mètres avec une largeur d'1 mètre. Mais pour eux, la raison est toute trouvée. L'absence de moyens pour assurer le déplacement vers Marloch oblige les populations à prendre le pont. Ici, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de piste. Ils sont enclavés. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir? Un pont pour faciliter la traversée. Des années, ils ont demandé ce pont-là, 50 ans derrière, ils ne peuvent pas arriver à avoir un pont. Donc, ils se sont organisés, ils se sont cotisés de l'argent, acheté des pieds de bois, des planches et tout, pour faire un pont, pour faciliter la traversée. Donc, c'est l'inégalité. Donc, on doit faire tout pour lutter contre cette injustice d'inégalité qui existe dans le pays. Merci à Jo Maron pour ce dossier. Thiès, la capitale du rail, a abrité une assemblée générale des tailleurs en provenance des différentes régions du Sénégal. Ces professionnels de la couture réclament la relance de la seconde phase de confection des blouses scolaires. Ces derniers affirment avoir bénéficié de la confiance du chef de l'État qui, à l'occasion d'une audience, avait demandé que le marché de la confection de ces blouses scolaires leur soit attribué. Et depuis, ils disent attendre toujours des nouvelles du ministre de l'Éducation nationale, mais en vain. Cheikh Anta Diop et Seyda Tir nous font le point. Ils sont venus de Thiès, Ngaye Mékhé, Tivaouane, Mbour, Mboro. Ces tailleurs de la région de Thiès, des responsables de fédérations, se sont regroupés dans la capitale du rail pour dénoncer les lenteurs notées dans la relance de la seconde phase des blouses scolaires. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, lors des conseils des ministres présidentiels qui s'est tenu à Thiès, avait pris l'engagement pour la relance immédiate de la deuxième phase des blouses scolaires. Ici à Thiès, pour la relance des blouses scolaires, n'a pas respecté par le ministre concerné. Selon ces artisans, depuis un certain moment, des démarches sont effectuées pour rencontrer le ministre de l'Éducation nationale qui a en charge le projet. À le voir, mais il peine à le voir, disent-ils. Notamment nous les tailleurs de Thiès. Merci le ministre Dr Pa Amadou Ndiaye pour sa disponibilité. Mais tout à fait le contraire avec le ministre Cheikh Omar Anne, qui est injoignable et introuvable jusqu'à son ministère. Monsieur le ministre, veuillez nous accepter en tant qu'artisans que nous sommes pour vous faire savoir que la relance de la deuxième phase des blouses scolaires est l'espoir de toute une jeunesse. Ils sont plus de 3000 membres, ces tailleurs d'une seule voix se tournent à nouveau vers le président Macky Sall en dernier recours. Hors de chez nous, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé la signature de la charte Liptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, l'AES,
qui assurera désormais la défense collective aux populations des pays signataires. Annonce faite par le président intérimaire du Mali, le colonel Assimi Goïta. Le document a pour objectif d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au bénéfice des populations des pays concernés. La création de cette alliance de défense collective arrive sur fond de tensions croissantes avec la CEDEAO. Actualité sportive à présent. Pour un meilleur encadrement des randonnées pédestres, la Ligue de Dakar outille ses membres. Une session de formation prochainement élargie à la ville de Rufisque a réuni près de 40 encadreurs. Compte rendu d'Issa Prera. Pour faire une randonnée pédestre réussie, il faut respecter certaines normes. Des normes au niveau de l'organisation, mais aussi du point de vue sécuritaire. Quand on organise une randonnée pédestre, on a besoin d'un directeur de randonnée qui vraiment sait où marcher. Par exemple, en randonnée pédestre, les gens marchent souvent à gauche ou bien à droite parce qu'ils ne savent pas. Mais on sait qu'obligatoirement, le randonneur doit marcher à gauche face au véhicule d'en face. Et ça, c'est l'encadreur qui doit le diriger. Et cette position a une double valeur parce qu'à partir du moment où le randonneur marche à gauche, il facilite la fluidité de la circulation parce que les véhicules d'en face peuvent attendre un moment que les randonneurs passent et ils continuent leur chemin, alors que les véhicules de droite font leur course normalement. Sur le plan sécurité aussi, toujours il faut penser qu'en marchant dans la rue, il faut marcher à gauche parce que tu fais face aux véhicules qui sont devant toi. Donc tout ça, c'est des points qu'il faut savoir. Et comment le randonneur peut aider, comment l'encadreur peut aider les randonneurs dans le circuit, parce que souvent on a des problèmes avec les randonneurs, souvent c'est des problèmes un peu médicaux, souvent c'est des problèmes qui sont liés par exemple à leur santé, à leur âge, parce que parfois c'est des enfants, parfois c'est des adultes. Donc l'encadreur doit maîtriser tous ces points-là afin d'aider les randonneurs vraiment à faire sa randonnée. À cet effet, la Ligue de Dakar a tenu à capaciter ses membres. La randonnée pédestre, un problème de santé publique, donc bien l'organiser est devenu un impératif. Et aujourd'hui, donc, nous sommes là pour capaciter ces encadreurs, pour leur montrer les procédés qui consistent à bien organiser une randonnée, avant, pendant et après la randonnée. Il y aura d'autres sessions de formation qui vont suivre en secourisme, en management du sport, qui seront faites avec l'appui de la fédération. Donc aujourd'hui, nous lançons un appel aux autorités d'État, la fédération, notamment les ministères, pour nous aider à capaciter ces encadreurs. Parce que la randonnée maintenant, c'est un problème de santé publique. Tous les dimanches, nous sommes en train de marcher dans Dakar. Et ceux qui font la randonnée, c'est des enfants de 7 à 70 ans. Ils ont besoin d'être encadrés. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là pour former ces encadreurs. Au Sénégal, on dénombre plus de 80 clubs de randonnée pédestre et plus de 10 000 pratiquants. Parlons basket avec la finale de la Coupe de la Ligue de Dakar qui se joue actuellement au Stadium Marius Ndiaye. Elle oppose l'AS Ville de Dakar au Dakar Université Club, le Duc. Demain, dimanche, le match décisif pour le titre de champion chez les hommes va opposer l'AS Douane, tenante du titre, à la Jeanne d'Arc. Et puis Sadio Mané marque son 6e but en Arabie Saoudite. Mamba Batiam et Mbaye Niang signent des doublés en Turquie. Les Lions du football de malentendants ont pris la direction de la Malaisie pour les besoins du mondial. Les Lions du football, quant à elles, débutent leur préparation du premier tour des qualifications à la CAN 2024 dès ce lundi. Et le menu de l'actualité sportive est signé Chersali Boudjara. C'est le Mozambique au menu de l'équipe nationale féminine du Sénégal au premier tour des qualifications à la CAN 2024 au Maroc. Des rencontres prévues au stade La Dior de Thiès. La marche aller le 22 septembre prochain à partir de 17h et le retour 3 jours plus tard à la même heure. Les Lions entament leur préparation ce lundi à Guéréo. Elles vont effectuer une séance d'entraînement par jour jusqu'à vendredi. En cas de qualification, l'équipe nationale féminine du Sénégal va rencontrer le vainqueur entre l'Égypte et le Soudan au second tour. L'équipe nationale de football du Sénégal des malentendants est, elle, en partance pour la Coupe du Monde du 23 septembre au 7 octobre prochain en Malaisie. Les Lions, qui ont reçu le drapeau national, participent pour la première fois au Mondial. Les champions d'Afrique se trouvent dans le groupe D en compagnie du Koweït, de l'Australie et de la France.
En attendant, les attaquants sénégalais se sont bien illustrés ce samedi dans leurs championnats respectifs. À commencer par Sadio Mané, qui a ouvert le score lors de la victoire d'Al Nasser devant Al Raed de Mamadou Loum Ndiaye en Saudi Pro League. Le 6e but de l'international sénégalais depuis le début de la saison. En Super League turque, le meilleur buteur actuel du championnat, Mambaba Cham, est allé de son doublé lors du succès de Kayserispor face à Gaziantepspor. De même que Mbaye Niang, qui avec ses 2 premiers buts en Turquie a guidé Adana Demirspor à la victoire devant Pendikspor. En attendant les débuts de ses 2 nouveaux coéquipiers, Mario Balotelli et Pape Abou, le défenseur international sénégalais. En Belgique, c'est l'attaquant Matar Gueye qui a marqué son 2e but de la saison lors du succès de son club Molenbeek face au Cercle de Bruges, 2-1. Et pour ce qui est du tournoi presse foot, il se tient ce samedi et GFM, le groupe Futur Média, croise le fer avec le Central FM de Thiès, un match qui se joue à Saint-Louis et on vient de me notifier la victoire du groupe Futur Média. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce journal qui est à présent terminé. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite des programmes en notre compagnie et excellent week-end.